C'est l'heure de politique en partenariat avec Slate.fr et son cofondateur et ancien directeur du Monde, Jean-Marie Colombani. Bonsoir à vous. Bonsoir Roselyne. La politique est-elle devenue le champ de la déraison, de l'incohérence et en quelque sorte de la confusion mentale? Pauvres Français, pauvres observateurs du désordre que nous sommes, amenés à commenter l'absurde, une sorte de rencontre du troisième type, un truc expérimental coincé entre le vague souvenir d'une troisième république ingouvernable et d'une probable crise de régime. Hier, Emmanuel Macron, qui voit fondre comme neige au soleil ses rares soutiens, reprenait la plume pour écrire aux Français. Mais en vérité, c'était aux boutiquiers de la politique qu'il s'adressait. Prenez votre temps, débrouillez-vous pour trouver l'introuvable et je nommerai un Premier ministre car personne n'a gagné, a-t-il écrit en substance en omettant une quelconque autocritique. En attendant, Laurent Wauquiez a rebaptisé le groupe Les Républicains par la droite républicaine et s'est fait élire chef des députés de son groupe. Il a dit clairement qu'il n'y aurait pas de coalition, mais sans doute des accords et des ententes sur certains textes. Quant à la gauche, chez Mélenchon, on ne veut qu'appliquer son programme, mais d'autres sont tentés par le retour de la social-démocratie à la François Hollande qui refait son retour à l'Assemblée nationale. Et le centre, lui, tend les bras à qui voudra, excepté le RN et LFI. Si vous ne comprenez rien, c'est normal. Bienvenue dans cette émission. J'ai réuni sur ce plateau les fines lames des éditorialistes, les top guns de la presse française. Avec nous, bonsoir Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour à vous. Bruno Jeudi, directeur de la Tribune Dimanche. Bonsoir à vous. Laurent Geoffrin, directeur du quotidien en ligne, le journal Point Info. On dit le Point ou on dit Journal Info? Point. Oui. Le point, bon, c'est comme point. Bon, bref, que des directeurs. Donc, vous voyez, voilà, une belle brochette. Donc, venons-en à la lettre d'Emmanuel. Un journal social-démocrate, ça tombe bien, oui. Voilà. Ce n'est pas une lettre d'amour, mais plutôt une mise au point. Vue de chez lui, personne n'a gagné. Catherine Tricot, votre revue Regard écrit ce matin: Emmanuel Macron est-il en train de nous la faire à l'envers? J'ai pas vu ça. Mais c'est Regard.fr. C'est vrai, mais je ne vois pas tout avant. Voilà. Bon. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il raconte une histoire qui est à la fois juste et fausse. C'est-à-dire que c'est vrai que personne n'a une majorité absolue. Il n'en avait pas non plus auparavant et il ne disait pas qu'il n'avait pas gagné. Donc ça, c'est pas tout à fait un argument exact. Par contre, ce que je crois, c'est que c'est dangereux de ne pas reconnaître qu'il y a un groupe qui est arrivé en tête, parce que si on ne le reconnaît pas, je pense qu'on alimente encore plus la crise, le ressentiment et la colère. Il me semble que le nouveau Front populaire doit exercer les responsabilités, et puis il réussira ou il ne réussira pas à réunir des majorités sur les textes. Mais si c'est pour tomber 3 jours après s'il tombe 3 jours après, c'est qu'il y a des gens qui se seront alliés pour le faire tomber 3 jours après, donc chacun devant ses responsabilités. Il est en tête au soir du second tour. Donc, si on ne le nomme pas, je pense qu'on crée vraiment encore plus de ressentiment et de colère. Et donc, ça légitimerait finalement peut-être que ça se passe très mal à l'Assemblée. Et là, ça se passe depuis quelque temps très mal à l'Assemblée. Oui, c'est vrai. Jean-Marie, comment interprétez-vous, cette lettre? Une forme de désinvolture? Oui, certainement, c'est une lettre désinvolte. On attendait plutôt qu'il vienne à la télévision et qu'il parle au pays et qu'il tire des conclusions qui, d'ailleurs, il n'a pas tiré. Vous avez évoqué dans votre introduction le fait qu'il n'y avait pas l'once d'un début d'autocritique. Or, quand même, on est devant une catastrophe et il y a quelqu'un qui a déclenché cette catastrophe, c'est le président de la République. Il se disait, rappelez-vous dans son discours, priorité, l'ordre, l'ordre, l'ordre. Il est l'homme qui crée le désordre. Donc, il a semé à la fois le doute sur les institutions, il affaiblit la fonction, alors que les institutions sont faites pour protéger sa fonction. Il affaiblit l'ensemble du champ politique. Mais il affaiblit quoi, en ayant dissous? Bien sûr, oui, il en dissous. Mais maintenant c'est trop tard. Regardez, et quand on dit on ne sait pas qui a gagné, peut-être on ne sait pas qui a gagné, mais on sait qui a perdu. C'est lui qui a perdu. C'est quand même, ils étaient quand même 250 députés avant, ils sont 150 députés maintenant. Donc il y avait une majorité relative avant qui permettait quand même d'avancer. Oui, il a perdu des plumes, bien sûr. Maintenant, il y a un blocage généralisé. Et sur sa lettre, je pense qu'il profite un peu de la faiblesse de la gauche, parce qu'en quelques jours, la gauche n'a pas été capable de s'accorder sur un nom
pour dire, ben voilà, nous souhaitons qu'un tel ou une telle soit Premier ministre. Et donc, ils ont laissé le champ libre à Emmanuel Macron pour reprendre la main, ce qu'il est en train de faire, d'essayer de faire. Oui. Bruno, pour vous, il s'exonère aussi de toute responsabilité, comme le dit Jean-Marie ? Oui, il aurait pu avoir un mot pour concéder la défaite ou une forme de défaite, puisque mathématiquement, il a perdu une centaine de députés. Donc c'est le groupe qui a le plus perdu. C'est incontestable, les faits sont têtus. Après, il n'y a que des minorités. Il n'y a pas de majorité solide dans cette assemblée née du vote du deuxième tour des législatives, qu'il faut le dire en deux mots. Personne n'avait vu une telle issue, un Rassemblement national qui perd quasiment une centaine de députés entre les projections du milieu de semaine dernière et celle et la réalité du dimanche soir. Donc bon, tout ça évidemment crée énormément de confusion de ce point de vue-là. Emmanuel Macron a aussi échoué. Il voulait une clarification. Il a plongé le pays dans une impasse politique. On verra si c'est une crise de régime. Pour l'instant, c'est une impasse politique. Et on ne sait pas comment on peut sortir de cette affaire. Donc il essaie de reprendre la main. À mon sens, il essaie surtout de gagner du temps. Et les partis qu'il se débrouillent, on verra ce qui se passera pendant l'été. Il va préparer un gouvernement, il va laisser un gouvernement intérimaire s'installer. Il va y avoir les Jeux Olympiques. Et en gros, on verra fin août où on en est. À mon avis, juste un mot, pardon. Juste le seul élément de clarification, car il y en a un. C'est le Rassemblement national qui a perdu. Les Français refusent d'être gouvernés par le Rassemblement national et par l'extrême droite. Ils refusent d'avoir Marine Le Pen comme présidente. Il refuse d'avoir Jordan Bardella comme Premier ministre. Ça, c'est l'enseignement majeur. Avec une levée en masse des électeurs qui a surpris les états-majors eux-mêmes. Les électeurs, il y a eu une levée en masse pour dire « nous ne voulons pas être gouvernés par le Rassemblement national ». Laurent, quand justement Marine Le Pen, puisqu'on est sur le sujet, dit « ce n'est que partie remise », est-ce que dans le fond, ils sont en train de faire effectivement le bilan des bêtises qu'ils ont faites ou qu'ils ont dites, ou des zozos ou des gens pas adaptés, parfois des brebis galeuses, comme on les appelle. Quand elle dit c'est que partie remise, est-ce qu'elle est en train de se rendre compte peut-être qu'elle ne pourra pas gagner seule et qu'à un moment, il faudra qu'elle s'allie avec d'autres qu'Éric Ciotti, par exemple, un Laurent Wauquiez? Est-ce que... ça dépend de quelle élection on parle, parce que... 2027, bien évidemment. En principe, c'est la présidentielle. La présidentielle, il n'y a pas d'alliance. On se présente et puis on passe au second tour. On arrive au second tour, on n'y arrive pas. Non, mais certains disent... Ça se posera pour les législatives qui suivront éventuellement. S'il y a redissolution. Cette élection-là. Mais non, parce que Laurent... Elle dit il faut arrêter de... Je ne sais plus quelle est la formule, de faire des erreurs. Le problème, c'est que ce qu'ont dit tous ces gens-là, c'est ce qu'ils pensent. Ce n'est pas des erreurs. Ils ont dit la vérité. Non, oui, ils ont dit... Ils ont dit la vérité. Celui qui a lancé, je ne sais plus comment il s'appelle, l'histoire de la binationalité. C'est ce qu'il pense, lui. Alors, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il ne faut plus dire ce qu'on pense. En fait, la clarification, elle est là. Il ne faut surtout pas que ça dépasse, quoi. Il ne faut surtout pas que ça se voit. Mais c'est ce qu'ils pensent, qu'ils sont nationalistes. Donc les nationalistes, ils sont contre les étrangers. C'est leur définition. Et donc, quand les gens se sont aperçus de ça. C'est pas qu'ils sont des amateurs qui ne savent pas ce qu'ils disent. C'est pas ça. C'est qu'ils ont entrouvert la porte sur leur réalité profonde, qui est qu'ils sont xénophobes, en fait. Pas xénophobes au sens ils ne tapent pas sur les étrangers avec des matraques, c'est pas ça. Mais ils ne veulent pas des étrangers dans certains postes, ou des binationaux. Ils veulent deux travailleurs, un français et un étranger, qui font exactement la même chose, et normalement les mêmes droits, n'auront plus les mêmes droits, etc. C'est leur pensée profonde. Et apparemment, c'est ce que les Français ont compris. Alors, ils y ont ajouté le fait que... les électeurs ont remarqué le fait qu'ils n'étaient pas au point, qu'ils changeaient de programme toutes les 5 minutes, qu'ils n'étaient pas compétents. Mais le fond de l'affaire, c'est que j'ose espérer que les 2/3 des Français pensent que le Rassemblement national ne respecte pas, au fond, la sagesse commune de la République, qui consiste à dire on va essayer de ne pas être trop discriminatoire à l'égard des gens sous prétexte qu'ils ont telle ou telle origine. Et donc, ça a été rejeté par les 2/3. Et le fait qu'ils aient 1/3 de gens avec eux est énorme. Et c'est pas du tout que la menace continue, elle existe toujours. Oui, alors certains disent, je ne sais pas si vous entendez ça aussi, Bruno, c'est que Laurent Wauquiez aurait comme calcul, dans le fond, comme l'avait fait François Mitterrand avec les communistes, c'est-à-dire à un moment,
quand la poutre aura travaillé, comme dirait l'autre, s'allier avec le Rassemblement national pour mieux le tuer en disant, voilà, on partage les mêmes idées, mais on va gouverner parce que nous, on sait faire. Est-ce qu'il y a cette arrière-pensée chez Laurent Wauquiez qui, d'un seul coup, quand même, est sorti du bois, il n'avait pas parlé depuis très longtemps, à l'occasion de ces législatives ratées? Je ne sais pas si Laurent Wauquiez il est vraiment au clair, comme vous le dites. Je crois que pour l'instant, il a échappé dimanche à une défaite parce que lui aussi, il a bénéficié d'un désistement républicain, y compris en Haute-Loire, ou plutôt une terre de droite, mais ça a été compliqué aussi pour lui. Ce qui est clair, c'est qu'il ne veut pas, selon son mot, il veut pas se perdre dans le en même temps, les compromis avec Emmanuel Macron, ça c'est sûr. Et en même temps, il dit, quand on discute avec lui, que le chemin ne peut pas passer par le RN. Donc, à mon avis, Laurent Wauquiez, il est comme plusieurs sur le centre droit ou la droite, se dire, de toute façon, la succession d'Emmanuel Macron, elle est ouverte, que 2027, ça se prépare maintenant, donc il retourne à l'Assemblée. Au passage, comme d'autres, beaucoup là. L'Assemblée, là, les présidentiables. Alors, Édouard Philippe n'y est pas, mais enfin, voilà, il y a Gabriel Attal y sera, Gérald Darmanin, François Hollande. Oui, ça a ouvert, en fait. Et donc, Laurent Wauquiez, il vient, déjà pour reprendre un peu en main ce qui reste de troupes chez les Républicains, quand même, qui a fondu. Ciotti va quand même créer un petit groupe, au passage, donc elle est quand même très balkanisée, cette droite. Et à l'intérieur de son groupe, Laurent Wauquiez, il a quand même une vingtaine d'élus, de députés qui ont bénéficié du retrait dès le premier tour du candidat macroniste. Donc cohabitent dans un groupe quand même des sensibilités assez différentes, des attitudes différentes vis-à-vis du pouvoir macroniste, on va dire sortant, puisque de toute façon Emmanuel Macron ne se représentera pas en 27. Je pense que Laurent Wauquiez n'a pas vraiment arrêté sa stratégie. Ouais. Alors, Catherine, on va écouter Mathilde Panot. Chez les Insoumis, on n'a pas du tout apprécié cette lettre. Et certains y voient une résurgence, un parallèle monarchique. Je crois d'ailleurs qu'un jour, à une conférence de presse avec Nicolas Sarkozy, vous aviez posé la question sur la monarchie républicaine. Bon. Mais on va écouter... 20 minutes de leçons d'histoire. Oui. Fausse. Oui. En plus. On va écouter Mathilde Panot et Catherine Vaughan-Gosselin. Je suis parlementaire depuis 7 ans. Jamais je n'aurais cru commencer une interview en disant à quel point je suis inquiète de l'accaparement du pouvoir du président de la République et de la Macronie, avec ce qui s'apparente de manière évidente à un coup de force démocratique, à un coup de force présidentiel, à quelques jours du 14 juillet, qui notamment a mis fin à l'ancien régime et qui quand même, où nous célébrons pendant la fête nationale la souveraineté du peuple, et je crois un signal très inquiétant que de nier ainsi le résultat du scrutin des urnes et de, en quelque sorte, rétablir un veto d'un monarque qui nie le scrutin universel. Voilà le retour d'un monarque. Bon, c'est un peu, on a fait ce reproche à François Mitterrand, on l'a fait à Giscard, on l'a fait à Sarkozy, on le fait à Macron, mais ça depuis le début, avec son jupitériarisme, je ne sais pas comment on dit. On peut quand même noter qu'il a utilisé les institutions de manière particulièrement verticale et autoritaire, beaucoup plus que les autres. Et la dissolution en est un exemple quand même un peu maximum. Je pense que Mathilde Panot, elle est toujours un peu dans l'excès. Oui, grandiloquente, dans l'excès. Mais ceci étant, ce qu'elle dit n'est pas faux. C'est-à-dire qu'elle a raison de dire que c'est le Front populaire qui a gagné et que Emmanuel Macron ne peut pas le nier. Ça me paraît évident. Et je crois en effet qu'elle a raison de dire que ça pose un problème. Je pense que ça aggrave une crise politique. C'est-à-dire de ne pas reconnaître et d'imaginer, quand il dit il n'y a pas de vainqueur, si le Front National a été franchement battu et que le groupe autour d'Emmanuel Macron a perdu une centaine de députés. S'il y a 2 perdants et que l'autre il arrive en tête, moi je trouve qu'au boc d'un moment ça veut dire que c'est lui qui doit prendre le pouvoir. Et encore une fois, on verra. Il y a un député insoumis de plus par rapport à non, il n'y a pas la législature précédente. Non, il n'y a pas un député insoumis de plus, mais le total des gauches, lui, il a augmenté. Voilà, mais il y a 2 fois plus de socialistes. Oui, mais Or, j'ai observé qu'il n'y avait pas d'entente
Il n'y a aucune entente possible en ce moment entre les Insoumis et les Sociaux-démocrates. Pour l'instant, il n'y a pas de... Sur le fond, non, mais il y a un programme commun, quand même. Ça fait quand même 4 semaines qu'ils essaient de trouver un nom commun. Ah, sur le nom, oui. Il n'y arrive pas. C'est une faiblesse qui permet à Emmanuel Macron de tenter de reprendre la main. Mais même toutes ces astuces ne changeront pas la donne de fond. C'est pas la Macronie qui peut être une solution, alors que... Oui, on sait bien que... Normalement, dans un cas de figure de cette nature, le président de la République approche quelqu'un, ce quelqu'un va lui-même approcher les députés pour savoir s'il peut réunir une majorité. Là, on n'est pas du tout dans ce schéma, puisque ce n'est pas ce que fait Emmanuel Macron, mais on est dans un schéma où il faut trouver une coalition, une alliance quelconque, qui soit garantie de ne pas avoir face à elle 289 opposants. Donc une minorité relative. Voilà. Si vous arrivez à faire en sorte que vous n'avez pas en face de vous 289 députés qui sont décidés à voter tout de suite la censure, ça peut avancer et ça peut passer. Mais c'est vraiment ric-rac, et c'est une autre logique que la logique habituelle. Parce que vous n'aurez en face à vous n'aurez que des minorités relatives, que des majorités relatives. Il y a quand même un truc un peu choquant, parce que le président, dans la lettre, qui n'est pas du tout anodine, parce qu'il dit, voilà, il faudrait trouver un accord entre républicains. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il entend par là? Donc, ça veut dire pas le Rassemblement national. Déjà, moi, je trouve qu'il a raison sur le fond, mais les électeurs du Rassemblement national vont dire, bah, ça, on n'est pas républicain, nous, bon, d'accord. Et pas de LFI. Il le dit pas. Et dans LFI, non, il le dit pas. Il le dit pas, mais c'est ça que ça veut dire. Ouais. Et donc, comme les socialistes, les communistes et les écolos sont alliés avec LFI, on n'en veut pas non plus. Quand on fait le total des électeurs de ces gens-là, ça fait quoi? Au moins 40% des gens. Donc 40% des électeurs sont d'emblée exclus du pouvoir par le président, qui n'a aucune légitimité pour le faire. Aucune. Vous savez, il dit, c'est les autres qui doivent se mettre d'accord. Là, il sous-entend par là le centriste, la droite, et éventuellement un bout du socialiste, quoi. Ce qui, à mon avis, s'illusionne complètement. Mais c'est totalement anormal de faire ça. C'est pas bien. C'est anormal. Il est le président de tous les Français, après tout. Mais ce qui est étonnant, il devrait dire, écoutez, je vais m'adresser au groupe le plus nombreux. Il se trouve que c'est la gauche. Et puis, si ça marche pas, tant pis pour eux, j'en prendrai un autre. Mais c'est une erreur d'ores et déjà de dire je veux pas de la tradition républicaine, c'est ça, c'est que il le dit pas. Ça s'est toujours produit. À chaque fois qu'il y a une cohabitation, le président, que ce soit le premier, c'était donc Mitterrand, ensuite c'était Chirac. Il y avait en face d'eux des majorités absolues. Comment? Il y avait en face d'eux des majorités absolues. Oui, mais on s'adresse au groupe le plus... Oui, bien sûr. Mais... Si le groupe n'a pas la majorité, on trouve autre chose. On est dans une situation singulière qui fait que, pour la première fois, la majorité, le groupe le plus fort, n'a même pas 200 députés. Mais mais ça change. Vous comme moi, on sait très bien qu'ils n'ont aucune chance de passer un texte. Ça ne justifie pas le fait que Macron exclue d'emblée telle ou telle combinaison. Il faut trouver des alliés. Le paradoxe d'Emmanuel Macron, c'est qu'il avait calculé, s'il avait calculé quelque chose sur la dissolution, il avait calculé sur l'explosion de la gauche. Et donc il spéculait sur le fait que jamais LFI et les socialistes ne se retrouveraient, et les écolos. Or, c'est la NUPES qui était... C'est le contraire qui s'est passé. C'est le contraire qui s'est passé. Oui, mais il pensait que ça avait éclaté et que ça éclaterait avec la dissolution, puisque pour lui, la clarification, c'était ça. C'était l'explosion, entre autres, de la gauche. Ça a un peu explosé. Non, ça n'a pas explosé. Non, regardez le scrutin. Oui. D'accord, mais regardez le scrutin tel qu'il s'est déroulé. L'alliance électorale, de la même façon, là, il spécule que sur le plan programmatique, où c'est vrai, il y a des années-lumière qui peuvent exister, prenons par exemple le nucléaire ou bien l'Ukraine ou autre, entre certaines parties de la gauche, et ils spéculent sur le fait que là encore, ils vont exploser. Mais ce n'est pas sûr du tout qu'ils explosent. Et par ailleurs, je pense que nous, ce qui nous menace collectivement, c'est qu'on a eu 7 ans d'exercice solitaire du pouvoir. Les Français n'aiment pas l'exercice solitaire du pouvoir. Il ne faudrait pas qu'on aille vers l'exercice autoritaire du pouvoir. L'exercice autoritaire du pouvoir, c'est celui qui sème le désordre, sème le chaos et se sert du chaos pour rester en place et pour gouverner. Et ça, c'est un danger qu'un certain nombre de Français vont peut-être commencer d'entrevoir. Alors, Bruno, vous allez réagir à Gilles Legendre qui était sur votre chaîne, où vous êtes éditorialiste aussi, sur BFM, qui n'a pas mâché ses mots. Et Gilles Legendre, c'est un des premiers grognards, on peut dire, de la Macronie, qui a rejoint Macron bien avant, juste avant 2017. Je vous propose de l'écouter. Et qui a tué la Macronie? Emmanuel Macron lui-même? Ce sont les événements, c'est une manière de gouverner, c'est un flou politique, c'est une dérive politique.
Le en même temps qui a fait se gausser beaucoup de personnes, peut-être vous-même à l'occasion, et parfois nous-mêmes de temps en temps. Cette idée forte du dépassement, nous l'avons abandonnée. Depuis 2022, ça se déglingue. Et le président est resté sourd à tous ceux qui le mettaient en garde contre le fait que cette dérive, cet abandon des idéaux initiaux était en train de créer une situation intenable dans le pays. Voilà, Bruno, il est resté sourd. Alors, l'interview dure, elle est intéressante d'ailleurs, elle dure un certain moment. Il y va pas par quatre chemins, Gilles Legendre. Ça se déglingue depuis 2022. C'est vrai. Gilles Legendre, bon, est un peu amer. Il n'a pas été réinvesti par le parti macroniste. Mais lui, il dit que ça. Il a perdu. Il était amer bien avant. Oui, il était amer bien avant. Ça fait plusieurs années qu'il est. Il a été réinvesti parce qu'il critiquait. Oui, c'est ça. Beaucoup. Il critiquait. C'est un purgé de Renaissance. Oui, bien sûr, il critiquait beaucoup. Mais dans ce qu'il dit, notamment sur le fait que depuis 2022, il n'y a rien de clair, il n'y a rien vraiment, il n'y a pas un chemin qui a vraiment été tracé, il a raison. Emmanuel Macron a perdu le fil de son chemin politique depuis sa réélection en 2022, une réélection qui s'est faite en plus sur une campagne marquée par la guerre en Ukraine, qui lui a permis au fond de rester un peu en surplomb et de l'emporter assez facilement. Mais déjà, les Français voulaient lui renvoyer un message de mécontentement, puisqu'ils lui ont pas accordé la majorité absolue aux législatives qu'on suivit, ce qui était quand même c'est rare. Hein. Il y a eu Rocard qui n'avait pas eu la majorité, Mitterrand n'avait pas eu la majorité absolue après sa réélection, mais de peu. Alors que là, il manquait quand même grosso modo, une petite cinquantaine de sièges. Donc le verre était déjà un peu dans le fruit. Oui. Finalement, ce début de ce deuxième quinquennat a été mal embarqué. La réforme des retraites, la loi sur l'immigration qui a fini par déliter le parti présidentiel. Mais parce qu'au fond, Emmanuel Macron, il ne savait plus trop ce qu'il voulait, quoi. Tirer des bords vers la droite et lâcher petit à petit ce qui avait fait son succès en 2017, c'est-à-dire trouver un point d'équilibre entre la gauche et la droite. Mais globalement, s'il va sur sa gauche, Laurent, il perd sa droite, et s'il va sur sa droite, il perd sa gauche. De toute façon, il ne peut pas aller sur sa gauche, parce qu'à mon avis, les socialistes sont prisonniers de Mélenchon, de la logique du mode de scrutin. Ah, pardon. Et parce qu'ils ont besoin des électeurs de LFI. Oui, c'est Ils ça. sont aussi pris en otage par LFI. Oui, enfin, oui. Non, mais attendez, éventuellement, mais les LFI... socialistes ne veulent pas faire alliance avec Emmanuel Macron qui a perdu. Et par ailleurs, Ça dépend quel socialiste, non? Non, je pense que globalement, le Parti socialiste est quand même sorti en lambeaux du quinquennat de François Hollande, avec deux résultats catastrophiques à l'élection présidentielle, un encore pire que l'autre, celui de Madame Anne Hidalgo avec moins de 2%, et ils se refont finalement une certaine santé, à la fois à l'élection européenne et à l'élection législative, en se remettant dans un axe de gauche, c'est-à-dire en alliance avec les autres forces de gauche. Oui, Donc, mais là, maintenant, ils ont un problème, c'est que... Non, mais ce que je veux dire, c'est que la LFI ne joue pas le jeu du tout. Non, mais c'est une autre question, mais les socialistes ne veulent pas... Non, mais les socialistes ne veulent pas, ce que je veux dire, c'est que le point de départ, c'est que les socialistes ne veulent pas faire d'alliance avec Emmanuel Macron et avec la... Tous les socialistes? Mais même... mais non, là, mais il peut y en avoir 3 ou 4, mais il peut y avoir des déposages individuels, mais il n'y aura pas d'alliance politique. Non, c'est pas qu'ils veulent, ils peuvent pas, de toute façon. Ils peuvent pas, ils considèrent qu'ils ne peuvent pas. Mais là où ça devient absurde, alors franchement absurde, c'est quand Mélenchon dit tout le programme, rien que le programme. Oui. Mais d'où il sort ça? Sur quelle base? Puisqu'ils sont minoritaires. Ils sont les premiers, donc ils devraient gouverner normalement. Mais ils sont minoritaires. Comment ils peuvent dire tout le programme? Il n'y aura jamais tout le programme. Il y a forcément un des projets qu'ils vont présenter qui sera minoritaire, par définition. Mais... En plus, c'est quand même inconfortable d'être très Olivier minoritaire. Faure, ça s'accroche. Olivier Faure, le premier secrétaire il s'accroche à Mélenchon. Il rompt avec LFI, il aura dans sa circonscription un candidat LFI contre lui au premier tour, il sera battu. Donc ça le motive quand même beaucoup. Et ils sont comme ça. Ils sont nombreux à la direction du parti, comme ça. Mais non, mais c'est pas à quoi ça tient, le parti... Non, mais d'être élu pour ça. Anne Hidalgo fait 1,90%, 1,9%. Oui, mais donc le Parti socialiste, s'il est sur une position
je dirais... Vous voulez dire il est rien sans le NPA? S'il n'est pas à gauche, il n'est rien. Le Parti socialiste, s'il n'est pas à gauche, ne sert à rien. Voilà. Et donc, le Parti socialiste s'est remis à gauche. Et dans la gauche, on ne peut pas imaginer... Non, mais on donc ne la peut stratégie de Faure est non, la mais bonne. on ne peut pas dire que la gauche existe, même si on peut avoir plein de critiques à l'égard de la France insoumise. On ne peut pas penser la gauche. C'est comme de penser avant qu'on était à gauche dans le Parti communiste. On ne peut pas penser la gauche indépendamment en coupant celui qui a fait 22% à l'élection présidentielle. Quand Anne Hidalgo Ouais, en mais fait 2. celui dont tout le monde voit qu'il est un boulet maintenant. Mais bien, pour la gauche. peu importe. La France insoumise. La France insoumise. Non, ça importe parce que ça les empêche de gouverner. La France Mais ça les empêche de gouverner. Il peut pas La dire peu France importe. insoumise n'est pas réductible, en particulier ses électeurs ne sont pas réductibles à Jean-Luc Mais c'est Mélenchon. une secte, ils sont tous d'accord. Mais Un peu, quand même. non, je parle des électeurs. Je pense mais que moi, je vous avez parle de raison. ceux qui Ben, décident, tous ceux qui c'est sont Mélenchon derrière. qui décide, Mais c'est pas les électeurs. Mélenchon décide. Il décide de couper des têtes. Dès que vous levez le petit doigt, si ça lui déplaît. Oui, ça augure vous bien de dégagez. ce qu'il va faire s'il est Tout à fait. Il est un vrai Ça rassure les gens. Mais je suis tout à fait d'accord qu'il est un vrai problème. Et je vais même vous dire, je pense qu'il est un problème pour faire vivre le Front populaire au sens d'une alliance plus large que les partis. Les syndicats ne peuvent participer à cette alliance d'une façon générale que s'il y a quelque chose qui respire la démocratie, la bienveillance, l'écoute, etc. Si c'est le système autoritaire, ils ne peuvent pas en être. Donc c'est un vrai problème pour la gauche, Jean-Luc Mélenchon. Mais les électeurs de la France insoumise qui ont voté dans la jeunesse, à un tiers, ont voté pour Jean-Luc Mélenchon, les moins de 35 ans. Enfin, vous ne pouvez pas faire une croix sur ça. Vous ne pouvez pas faire une croix sur les Vous parlez de la quartiers populaires. présidentielle. Là, oui. Non, je parle de... Non, mais il ne se là, présentait pas, Mélenchon. non, mais c'est à la France insoumise, aux élections européennes, Manon Aubry a réuni plus de 30% des électeurs de moins de 35 ans sur son nom. 10% des électeurs au total. On pouvait tenir, Mais- pardon, oui, mais- Catherine, on Mais pouvait... c'est... Bon, moi, je crois qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la jeunesse et sur les quartiers populaires quand on est de gauche. Sur la jeunesse, Mais non, mais- on disait cela qu'ils exactement feront. de la situation en Grande-Bretagne. Quand le Parti travailliste était gouverné par Corbyn, très bien, il était à gauche et antisémite. Bon, comment a fait Starmer pour reconquérir le pouvoir? Excusez du peu, 400 députés, c'est un score historique. Eh bien, en se débarrassant de Corbyn, en purgeant le parti travailliste de ses éléments antisémites et en revenant sur une ligne responsable et de gouvernement. C'est-à-dire qu'il est redevenu crédible en matière de gouvernement pour la Grande-Bretagne, qui avait cessé de l'être parce qu'elle était tombée du côté de l'extrême droite avec le Brexit. Eh bien, si le Parti socialiste n'est pas capable d'avoir la même évolution, c'est-à-dire d'isoler, de marginaliser et de se séparer de Jean-Luc Mélenchon, qui porte des idéaux, entre guillemets, qui n'ont rien à voir avec la gauche, eh bien, à ce moment-là, on tournera en rond et on restera au même point. Une réaction peut-être. Mais non, mais Jean-Luc, on le sait maintenant depuis les élections, la dernière élection présidentielle, Jean-Luc Mélenchon est à la fois la personnalité qui, sur une élection présidentielle, peut rassembler plus de voix à gauche, à vérifier la prochaine fois, parce qu'il sera sûrement candidat. Et en même temps, on le voit bien, depuis 2 ans, c'est celui qui disperse, qui éclate, qui explose toutes les composantes de la gauche et qui clive tellement qu'il finit par être un boulet, pour reprendre le mot de François Ruffin, qui, pour se faire réélire dans sa circonscription de la Somme, qui n'est pas une circonscription du type Seine-Saint-Denis ou du type banlieue, parce qu'il a une circonscription qui est à moitié rurale, eh bien c'est impossible de se faire élire quand vous êtes LFI. Carole Delga m'a dit que son suppléant, lorsqu'elle a fait campagne avec lui, se faisait cracher dessus parce que dès qu'il prononçait le mot LFI ou qu'ils apparaissaient... Ouais. Donc c'est pas possible. Et les filles dans une grande partie du pays, c'est inéligible. Ouais. Donc la gauche ne peut pas revenir au pouvoir avec LFI. De même Alors- que le fait d'excommunier complètement C'est comme les ça. socialistes au prétexte qu'ils ont gouverné avec Hollande est ridicule. 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 Ben, On peut dire c'était ils pas les excommunient suffisant. pas puisqu'ils ont fait Ils ont, alliance. c'est pas bien, ils ont fait des erreurs. Ça. Mais il faut qu'ils Et rassemblent. excommunier en Il faut disant- rassembler, Non, Catherine. non, mais- Vous êtes d'accord. Il faut Laissons rassembler finir, la Laurent. gauche. Je suis Oui, tout à fait mais d'accord. attends, Juste, il- C'est dire voilà, ceux qui ont collaboré, parce qu'on emploie ce mot, collaboré avec Hollande, ils ne sont pas de la gauche. Ah bon, d'accord. Bon, voilà, il y a Qui c'est qui dit déjà ça 20% de moins de gens à gauche. Bah, La gauche se réduit à 25%, quoi. C'est ça que ça veut dire. Non, enfin, moi, Ah, si, c'est ce que vous avez dit. Non. Si, parce qu'il faut oui, vous avez dit qu'il faut qu'ils reviennent à gauche, donc ils en étaient sortis. Ah oui, ça, je pense Oui. que la politique de François C'est Hollande... exactement ce que je viens de dire. La politique de Donc François... ceux qui ont collaboré Non, avec Hollande ne sont plus de gauche. Non, excusez-moi. Ils ne sont plus de gauche. Monsieur Geoffrin, j'emploie pas ces termes-là. Donc je dis Bah, que c'est la politique... coopérer avec Hollande. Je dis que Gouverner avec Hollande. Je dis que la politique de François Hollande n'a pas satisfait la gauche, loin de là, et que le Parti socialiste s'est trouvé Oui, mais peut-être à peut-être qu'ils tort. avaient tort. Mais peut-être qu'ils avaient tort, mais néanmoins, les électeurs de gauche ne les ont pas validés, n'ont pas validé la politique de c'est François Hamon Hollande qui était au candidat. point Oui. au point C'est Hamon que... qui était candidat. Non, je regrette
regrette. Hamon, il fait 6% et Anne Hidalgo fait 2%. Donc, je regrette, c'est une politique. Oui, mais peut-être que c'est dû à Anne Hidalgo. Oui, peut-être c'est peut-être que Anne Hidalgo, mais en tout cas, le Parti socialiste ne peut pas rester sur cette politique. Mais sur le Parti socialiste, donc Olivier Faure, qui est le premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Louis Bourlange dans le Figaro dit que le PS est pris en otage. Donc est-ce que ça voudrait dire, dans le fond, que Olivier Faure souffre du syndrome de Stockholm avec Jean-Luc Mélenchon? Je ne dirais pas comme ça. Il est prisonnier d'une stratégie dans laquelle... Vous m'avez déjà expliqué sur dans le laquelle fait de réélection. Mélenchon, fait ce qu'il veut. Il devrait résister un peu plus. C'est ce que je pense. Ouais. Par exemple, je ne comprends pas pourquoi il n'a pas mis son veto, c'est quand même la moindre des choses, à la présentation de candidats notoirement antisémites. Pourquoi il n'a pas mis son veto? Il a dit, ça je ne veux pas, si vous faites ça, je romps. Eh bien, il n'a pas fait. Et du coup, alors, on a fait toute la campagne sur la gauche est antisémite. Des gens comme moi, ou comme d'autres gens de gauche, lambda, on a été obligés pendant 2 semaines d'expliquer qu'on n'était pas antisémite. C'est hallucinant quand même. Et ça, c'est la France insoumise. C'est les folies communautaristes de la France insoumise. C'est ça l'origine. Parce qu'ils ont fait alliance avec une partie des islamistes. Des islamistes dans les quartiers populaires, comme ils disent. Et donc, en fait, c'est le vote musulman, mais musulman islamiste. Et les islamistes, en général, sont antisémites, effectivement. Et donc, quand ils se présentent devant les électeurs, ça apparaît, puisqu'ils ont fait des messages. Il suffit de lire les messages des candidats en question. Ouais. C'est du même genre que ceux du Rassemblement national. Hein. Et là, pourquoi Olivier Faure n'a pas dit « ceux-là, j'en veux pas » Tout le monde aurait compris, quand même. Ou même le fichier S. C'est quand même ridicule, on vient d'un député qui est fichier S, c'est une grotesque. Alors j'ai dit, on va me dire, alors maintenant on m'explique, fichier S, ça veut rien dire. Oui, c'est vrai. On a même oublié son nom. Oui, mais d'accord, mais enfin tout le monde a compris que c'était dangereux. Mais c'est la vérité. Mais c'est la vérité, vous allez à une manifestation, vous pouvez vous retrouver fichier S. Je suis peut-être. Le message qui est renvoyé dans la France, c'est qu'en gros, les filles investies en un fichier S. Non, mais moi je ne sais pas. Pourquoi il serait obligé? Ce que je veux dire, fichier S ne dit rien. C'est ça. Tout le monde a compris que c'était une provocation supplémentaire. Donc. Je voudrais qu'on fasse juste un petit tour de table sur... Je sais bien qu'on se perd dans les méandres et les abysses de ce qui va arriver, mais le scénario probable que chacun peut imaginer. Assez vite, ça Bruno. va prendre beaucoup de temps. Il y aura un gouvernement démissionnaire qui va expédier les affaires courantes un certain temps. Et comme l'a dit le président, il faut construire des majorités solides. Donc, ouais, on n'en trouve pas. Donc, déjà, le nouveau Front populaire, j'observe, nous sommes jeudi après-midi, fin d'après-midi, n'a toujours pas délivré un nom. Ça promet. Et ça fait quand même maintenant presque 25 jours qu'ils ne sont pas capables de délivrer un nom. Ouais. Donc, si le premier groupe n'y arrive pas... Votre scénario, vous ? Je crois, hein, mais comme je me trompe tout le temps, je peux parler à mon aise. Je pense que, on se trompe tous. Je pense que l'idée de Macron, c'est de faire l'alliance avec la droite, d'une manière ou d'une autre. Et donc, il va essayer de lever l'hypothèque de la gauche. Il a déjà commencé à le faire dans sa lettre en disant c'est l'extrême gauche, on n'en veut pas. Après, il va dire oui, ils sont incapables de nommer un Premier ministre. Ensuite, il va dire de toute façon, s'ils se présentent, ils auront une motion de censure, ils seront blackboulés. Donc, ça, dehors. Ouais. Mais il faut du temps, il faut que ça infuse, tout ça. Ouais. Et après, il dira, il y a l'élection de la présidence de l'Assemblée. Le 18. Donc, on va présenter quelqu'un qui aura l'accord de la droite et du centre. Ouais. Et ça sera, enfin, voilà. La personne est élue, et Macron pourra dire, oui, il y a une majorité dans l'Assemblée quand même. Là. Au moins, ils se sont mis d'accord sur le président, la présidente. Ouais. Donc, je pense, moi, président, qui sont au service qui essaye de bien faire, voilà, il y a une majorité possible, qui n'est pas une majorité absolue, mais s'il se présente devant l'Assemblée, alors évidemment, il faut qu'il ait l'assurance, d'une manière ou d'une autre, que le Rassemblement national ne va pas déposer une motion de censure immédiatement, ou voter celle de... Parce qu'à ce moment-là, la gauche va déposer une motion de censure, probablement. C'est la droite qui gouverne. D'ailleurs, ce serait un paradoxe, c'est qu'on dit, oui, la gauche, ils sont que 200, donc ils ne peuvent pas gouverner, donc on va nommer un représentant du groupe le plus petit, qui est la droite. C'est assez logique, ça. Alors, donc la gauche va déposer une motion de censure. Si le Rassemblement national ne la vote pas, le gouvernement reste en place. Et après, qu'est-ce qui peut se passer ? C'est assez simple. Ce gouvernement de droite-centre va dire on va prendre des mesures de sécurité. La sécurité est un problème, on prend des mesures. Est-ce que le Front National le Rassemblement national va refuser ces mesures ? Je ne crois pas. Ensuite, ils vont dire le pouvoir d'achat, il y a un problème. Il faut augmenter un peu les salaires des ouvriers.
Est-ce que la gauche va voter contre ? Ben non. Etc. Ils trouveront des sujets sur lesquels ils auront une majorité le fameux texte par texte. Alternative d'un côté ou de l'autre. Et puis il y a des moments où ça ne passera pas, ils le feront. Je suis assez en accord avec ce que vient de décrire Laurent. Donc ça, c'est le scénario qui tient la corde. Oui, c'est un scénario plausible en tout cas, parce que c'est ce que recherche Emmanuel Macron, c'est d'accoler ensemble, enfin la partie droite d'ensemble avec d'autres forces de droite, ça paraît assez évident. Et quant à neutraliser le vote RN, c'est très simple, il suffit que Emmanuel Macron invite Marine Le Pen à dîner. Oui, vous faites référence au papier de Libération. Moi, je ne crois pas non plus à ce scénario parce que Laurent Wauquiez, on l'a évoqué tout à l'heure, lui veut constituer une alternative pour la suite. Mais il n'est pas obligé de participer. Non, mais donc, non, sauf que ça veut dire que la droite, en tout cas pour une part essentielle d'entre elles, parce que ceux qui ont voulu aller chez Macron sont déjà allés chez Macron, puis qu'il y a une partie de la gauche macroniste, enfin, ou je ne sais pas, social-démocrate, je ne sais pas comment il s'appelle, qui est en train de s'en aller. Donc ça veut dire qu'en fait, on va avoir un groupe macroniste plus droite d'accord pour aller faire alliance avec les macronistes qui va devenir très faible. C'est-à-dire que ça va faire un tout petit nombre. Et donc, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que je pense que ça aggraverait la crise politique. C'est-à-dire que ceux qui se sont pris une tannée aux élections européennes et aux élections législatives, c'est eux qui gouverneraient. Pas simplement la question du nombre de députés LR, c'est que la Macronie a été désavouée. Elle ne peut plus gouverner. C'est vrai qu'on n'est pas loin du précipice, en tout cas. Le précipice, oui, la roche tarpéienne est toujours près de Capitole et vice-versa. Peut-être ce qui restera d'Emmanuel Macron, c'est la défaisance des institutions. Alors, Sarkozy avait toujours dit, ça se terminera, ça finira mal. Toujours, ça finira mal. Ouais. Bon, ça finit mal pour lui. On l'avait dit aussi pour lui. Oui, voilà, c'est ça. On l'avait dit de lui dans un livre. Voilà. Ça va mal finir. Ça va mal finir. Ça finit mal pour tous en général quand on a atteint. En tout cas, nous sommes les victimes otages des manœuvres présidentielles. Elle est tôt la fin de mandat quand même. Oui, elle est tôt. Si, elle est tôt. Est-ce qu'il a conscience de ce que nous pouvons ressentir devant des manœuvres de cette nature, le président de la République ? Mais il s'en fout, je crois. Je pense aussi, hélas. Ouais. Voilà. On accueille Véronique Reissoul pour la politique sur les réseaux. Ma chère Véronique, bonjour à vous. Bonjour, cette petite touche d'optimisme me fait plaisir. Mais oui, Il y a des émojis quand même. Mais il y a des émojis, effectivement, parce que je me suis dit, ça vous avait manqué. Oui, alors l'intérêt pour les législatives a été énorme. Est-ce que maintenant, pour la tambouille, ça continue ? Alors, je vous rappelle juste à quel point ça a été massif, parce que je vous ai fait un graphique pour vous dire que vous avez eu plus de 8,4 millions de mentions, avec des pics. Au fur et à mesure, ça n'était jamais arrivé pour une élection. Vous avez eu en plus énormément de vues. Certaines vidéos ont enregistré plusieurs millions de vues. Donc voilà, une vraie réalité, un engouement qui s'est traduit par le taux de participation. Après, quand vous avez 8,4 millions de messages, plus des lurkers qui vont regarder, que disent-ils ? Et là, je me suis dit, puisque vous êtes devenu champion des émojis, mais surtout parce que 8 millions de vues, je peux vous faire des nuages de mots qui vous donneront les explications, je peux vous expliquer par cartographie ce que ça raconte, mais en fait, en réalité, le plus efficace, c'est de parler des émotions, parce que c'est ce que les gens ont ressenti. Alors, vous avez magnifique graphique avec des émojis qui arrivent. Voilà. Alors, en gros, je vous explique. Avant le 7 juillet, les deux émotions qui ressortaient majoritairement, c'était la peur et en très fort la colère. Pendant l'élection, donc le 7 au soir et le 8 juillet, est arrivée la joie, ce qui est plutôt normal, parce qu'en temps normal, quand vous avez une élection, il y a beaucoup de joie dans les messages, qui sont des joies partisanes, les uns et les autres se réjouissent de leur score, etc. Et vous aviez évidemment de l'étonnement. Mais dès le 8, enfin à la fin du 8, donc depuis le 9, nous avons un peu de peur, un peu de colère et beaucoup de tristesse. Et en gros, quand on regarde ce qu'il y a derrière, les messages qu'il y a derrière, c'est que vous avez une réalité qui est la tristesse de ne pas avoir été écouté, la tristesse à gauche de se dire on avait réussi à créer un mouvement global et va exploser, la tristesse d'avoir l'impression que dans le fond, les choses ne vont pas bouger. La colère, elle est beaucoup sur le fait qu'on leur a dit d'aller voter LFI et que c'était sans risque, et d'entendre vous avez élu des gens pour leur programme, on va appliquer les programmes, et les gens ils disent mais non, nous on a juste voté pour faire barrage.
D'ailleurs, dans la joie du 7 au soir, il y avait beaucoup la joie d'avoir réussi à faire barrage. Et puis, vous avez la peur qui monte, et la peur, elle est quasiment à chaque fois associée à LFI. Voilà, en gros, comment se situent nos citoyens qui s'expriment par rapport à cette, au résultat. L'élément clé, c'est que personne n'a voté pour les programmes. Non, c'est ça. En fait, leur colère, elle était aussi pas dans ça. la campagne, ou si peu. Donc. Leur colère, elle était arrêtée de dire qu'on a voté pour vos programmes, on a voté pour faire barrage. Et puis après, j'ai été regarder finalement sur toutes ces élections, quels sont les 5 sujets qui ont fait le plus parler, puisqu'on parle des programmes justement. Mais figurez-vous que ce n'est pas les programmes. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parlé des programmes, mais quand on regarde les chiffres les plus massifs, le sujet qui a retenu le plus de messages et qui a suscité le plus d'engagement, c'était au moment de la constitution éclair du nouveau Front populaire. Ça a tellement étonné les gens que ça a beaucoup fait parler. Le deuxième sujet était autour d'Emmanuel Macron, qui était toujours la cible des critiques contre le gouvernement. C'est-à-dire qu'il y avait plein de critiques contre le gouvernement, mais c'était toujours lui qui l'incarnait. Ensuite, sur Jean-Luc Mélenchon, toujours vecteur de division de la gauche et qui était plutôt critiqué. Après, c'est M. Ciotti qui a franchement retenu l'attention. Et alors là, c'est juste le nombre de messages en termes de vidéos. Il a fait des scores redoutables. Il a pété le box-office avec sa magnifique vidéo dans son bureau. Ça, les gens ont adoré. Et puis après, il y a François Hollande qui a fait une campagne surprise fulgurante. En particulier, c'est le nombre de messages et le nombre de vues. Lui, c'est sur TikTok et le fait qu'il est proche des gens, qu'il boit de la bière et qu'il est sympathique. Il achète du poulet aussi. Voilà. Il achète du poulet aussi. Enfin, on a vu sa campagne. Qui est informé. Mais ce qui était intéressant, c'était de voir que dans le fond, ce sont bien les hommes et les femmes, enfin voilà, les personnages qui ont fait le plus parler, pas tant les programmes, et que les plus importants étaient autour de personnalités masculines. Voilà. Alors justement, on voit souvent pas mal d'humour sur les réseaux, mais là, il semble que les internautes aient perdu leur sens de l'humour. Sur ces sujets-là, on pourrait se dire que non, mais en fait, si, et un humour politique. Alors, le principal humour, déjà, vous en avez entendu parler, cette fameuse veste verte qui est devenue un symbole. C'est tellement un symbole qu'elle a même maintenant, figurez-vous, son compte Twitter. Et oui, un compte Twitter, et il y a eu plus de 3000 messages dessus. Voilà, les vestes vertes de Marine Tondelier. Alors, je dois vous dire qu'il n'y en avait qu'une, maintenant, elle en a 2. On se pose la question d'une 3e, enfin, des vrais sujets fondamentaux. Et quand on est sur les blagues politiques, parce qu'il y a un symbole politique derrière, les internautes ont quand même rigolé. Et donc, on finit par détourner en disant je vois la veste verte de Marine Tondelier partout. C'est un petit garçon qui fait des cauchemars, rappelez-vous. Voilà, ça va pas. Voilà, il y en a trop. Et il y a eu un autre sujet de raillerie, mais il faut quand même que vous sachiez que c'est des railleries, mais là c'est plutôt sympathique et pour l'image de Marine Tondelier, c'est plutôt positif quand même. Et un autre sujet de raillerie plutôt positif, c'est Monsieur Hollande. Figurez-vous que vraiment pas de chance, Monsieur Hollande. Quand il arrive à l'Assemblée nationale, que se passe-t-il ? Il pleut. Et donc ça a été. Alors je vous ai pris la plus sympathique, mais quand même, quand vous voyez le nombre de vues, juste celle-là, c'était 810 000 vues. Voilà, ça a beaucoup circulé, mais c'est plutôt positif pour lui quand même. Ensuite, sachez qu'il y a eu d'autres personnalités qui ont été détournées. C'est moins sympathique parce que les gens ont voulu parler d'autre chose que de politique et ils se sont dit bon, les JO arrivent, il faut qu'on parle des JO. Mais oui, le seul qui va chanter à la cérémonie, c'est lui. Et puis, évidemment, Olivier Varlan, qui s'est amusé en disant « Emmanuel Macron refuse de reconnaître la victoire de l'Espagne et demande à Didier Deschamps de rester à son poste de sélectionneur pour expédier les affaires courantes. » Donc, vous voyez, les Français ont envie de railler. Je voulais juste vous dire qu'il y avait 2 petits sujets que je n'ai pas mis en image là, mais que vous ayez en tête. Le premier, il y a un tube de l'été, parce qu'on en a parlé l'autre jour, qui est la fameuse phrase de Glucksmann, qui a été reprise un peu partout, et qui a même été reprise par Attal, et qui est un moment fort. On ne l'a pas passé là, parce que c'était un peu compliqué. Mais l'autre chose, c'est que sachez qu'il y a énormément de fake news qui circulent. Alors, je ne vous ai pas tous listés, mais que vous ayez en tête, quand vous regardez une image, pensez à aller dans Google Images, parce que, par exemple, le soir des élections, évidemment, les gens d'extrême droite ont pris les fêtes qu'il y a eu un peu partout de joie pour les élections, où il n'y avait pas de drapeau français. Il y avait soit des drapeaux palestiniens, soit des drapeaux algériens, en disant « Ah, voilà, vous voyez bien, ils fêtent la France. » C'était des images de 2024 pour
une manifestation de soutien à la Palestine. Donc non, ce n'était pas les gens qui descendaient dans la rue ce soir-là. Ou des images de 2019 qui étaient au moment une manif contre Bouteflika. Donc oui, c'est normal qu'à ce moment-là, il y avait des drapeaux algériens. Donc en fait, méfiez-vous. Mais même contre le Rassemblement national, il y a eu des images qui ont été partagées qui correspondaient aux images de l'élection 2022 où les uns et les autres avaient regardé comme ils pleurent, ils souffrent, c'est terrible et tout ça. Donc, juste pour vous dire, méfiez-vous, les fake news sont quelquefois au coin du clic. Merci beaucoup, merci Véronique et merci à tous. Et merci à Elom Tobli pour avoir préparé cette émission et à toute l'équipe technique. À très vite.